Coucou, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette émission dénommée Ma nourriture, ma santé. Huitième numéro. Le thème principal de ce mois est le suivant: intoxication alimentaire, un danger de santé publique. Alors, que faire? Et pour ce huitième numéro, nous abordons le sous-thème suivant: les causes issues des emballages. Nous en parlons justement avec Dr Obolubiga Abaha Edwige. Elle est donc chargée de recherche à l'Institut de recherche en sciences appliquées et technologies, en abrégé IRSAT. C'est un institut du Centre national de recherche scientifique et technologique, en abrégé CNRST. Alors, docteur, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir, Madame Ouedraogo. Notons que cette émission est réalisée en coproduction avec la Fondation Revie. La Fondation Revie qui met à votre disposition des produits bio. Nous parlons aujourd'hui des causes de l'intoxication alimentaire liée aux emballages. Mais bien avant, docteur, quel est l'état actuel des lieux? Qu'est-ce que nous utilisons couramment comme emballage aujourd'hui? Ok, il faut dire que ici au Burkina ou bien dans le monde, les emballages qui sont le plus utilisés, si on prend les types d'emballages, nous avons trois types d'emballages. Nous avons les emballages primaires, par exemple, qui sont en contact direct avec l'aliment. Et par exemple, quand on prend la bouteille donc, avec l'eau, donc c'est l'emballage primaire. Nous avons l'emballage secondaire, donc, qui regroupe l'emballage primaire. Donc, c'est l'unité de vente qui permet donc de protéger l'aliment. Nous avons aussi l'emballage tertiaire, donc qui permet d'assurer la logistique, le transport, la manutention, donc des marchandises, par exemple pour le transport maritime ou bien le transport donc par avion. Donc, on utilise les emballages tertiaires qu'on regroupe donc avec les emballages secondaires. Quand on prend les types en fonction des matériaux, là-bas aussi nous avons donc différents emballages donc, qui sont utilisés. Par exemple, nous avons le plastique donc, qui est utilisé, nous avons les emballages en verre, nous avons les emballages en cellulosique donc, qui regroupent le papier, le carton, le bois, et nous avons les emballages en métal, donc tout ce qui est par exemple les boîtes de conserve, et nous avons les aluminiums aussi. Et nous avons aussi les emballages biodégradables qui proviennent par exemple de l'amidon, donc du manioc par exemple, ou bien de la pomme de terre. Donc il y a toute une panoplie d'emballages qui sont utilisés donc, pour protéger donc l'aliment. D'accord. Mais docteur, est-ce que certains types d'emballages peuvent contaminer les aliments ou les produits? Oui, donc j'ai parlé donc des emballages en fonction donc des matériaux. Donc il faut dire que chaque matériau d'emballage a ses avantages et ses inconvénients. Et quand on prend les différents types donc de matériaux d'emballage, donc on voit que le plastique et l'emballage donc qui contient plus de toxines, donc de composés très très toxiques donc pour l'organisme. Par exemple, quand on prend les substances comme le sulfate donc A, nous avons les phtalates, nous avons l'antimoine, qui sont des substances très toxiques donc issues donc des emballages plastiques, qui peuvent donc migrer donc de l'emballage vers l'aliment. Et nous avons aussi donc les emballages aussi en carton aussi qui peuvent être aussi toxiques donc pour la personne donc qui consomme donc des aliments donc issus donc de ces emballages. Donc même pour le verre aussi il y a ses avantages et il y a ses inconvénients.
mais c'est surtout le plastique, donc où on retrouve beaucoup d'inconvénients. Et à l'intérieur aussi, on a plusieurs types d'emballage plastique. Donc, quand on prend par exemple, il y a l'emballage polyéthylène phtalate. Donc, nous avons l'emballage à haute densité, à basse densité, les emballages avec les polypropylène. Qu'est-ce que vous appelez emballage à haute densité Donc, ce sont des emballages qui résistent beaucoup à la chaleur, qui sont plus résistants, alors qu'il y a d'autres qui ne résistent pas à la chaleur. Donc, par exemple, parmi ces emballages plastiques les plus dangereux, ce sont les emballages à basse densité et aussi les emballages chlorure de vinyle. Par exemple, à l'intérieur, nous avons du chlorure qui est très, très toxique aussi. Des exemples d'emballage, parlant justement de ce cas, docteur. Des exemples d'emballage, par exemple, il y a des pots qu'on utilise pour le miel, par exemple, ou bien la confiture. Donc, issus du plastique, qui contient des substances toxiques. Et là, ce sont donc les types d'emballage que vous considérez comme les plus risqués, si nous comprenons bien, docteur. Oui, c'est ça. Et cependant, quels sont les types d'emballages les plus conseillés? Donc, les emballages les plus conseillés, ce sont les emballages biodégradables. Donc, ici, par exemple, j'ai parlé avec la fabrication avec de l'amidon, par exemple. Donc, ça se dégrade facilement. Les emballages réutilisables, aussi est beaucoup plus conseillé. Donc, les emballages à haute densité et aussi, par exemple, les emballages qui sont plus résistants, qui résistent à la chaleur, sont beaucoup plus conseillés. Les emballages en verre aussi, on les conseille plus. Docteur, est-ce que pour chaque produit, nos acteurs économiques utilisent des emballages adaptés pour, par exemple, le lait, la viande, le poisson, le pain, les céréales, les fruits et légumes? Ok, il faut dire que les différents acteurs, en fonction de l'aliment, ils essaient de se conformer, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, parfois, vous allez voir dans certaines alimentations ou bien dans des marchés, il y a des emballages qui sont avec certains aliments non adaptés. Donc, par exemple, quand on prend certains emballages qui ne sont pas résistants à la chaleur. Alors que si ce n'est pas résistant à la chaleur, on dépose au soleil, par exemple, il y aura un transfert de toxines de l'emballage vers l'aliment. Nous allons prendre les emballages cas par cas, docteur. Pour beaucoup de produits fabriqués localement, nous importons la plupart du temps. Il y a des emballages qui viennent du Ghana ou de la Chine. Est-ce qu'on a la garantie que ces emballages-là sont de qualité? Parce que certains emballages peuvent être esthétiques mais dangereux pour la santé. Oui. Selon le choix de l'emballage, il y a des caractéristiques en fonction du produit, en fonction des conditions d'utilisation, ou bien en fonction de la destination commerciale. Il y a un choix d'emballage qu'on doit faire. Maintenant, dire qu'il y a une garantie, dire que ça respecte vraiment les normes, ce n'est pas le cas. Du fait que nous-mêmes ici au Burkina, par exemple, on ne fabrique pas les emballages. Les différentes industries agroalimentaires se contentent seulement des emballages disponibles. Parfois, ce n'est pas des emballages qui sont vraiment adaptés aux différents types d'aliments. Par exemple, vous allez voir au niveau de l'agroalimentaire, beaucoup utilisent le plastique parce que c'est ça qui est plus accessible et
moins cher par rapport à d'autres types d'emballages. Par exemple, quand on prend le verre qui est beaucoup plus cher. Donc, il faut aussi, par exemple, avant que les emballages ne rentrent, il faut que ça puisse respecter les réglementations nationales et internationales aussi, parce qu'il y a des réglementations par rapport à l'emballage destiné surtout aux produits alimentaires. Il ne faut pas que ce soit par exemple des emballages destinés pour les ordures, vous allez prendre, utiliser pour les produits alimentaires. Ça peut s'avérer très très toxique pour le consommateur. Le papier journal est aussi utilisé par certaines personnes pour emballer par exemple les beignets et les galettes. Est-ce que ce sont des emballages adaptés? Non, ce n'est pas des emballages adaptés. Donc, c'est vraiment très, très dangereux d'utiliser ce type d'emballage pour contenir les aliments. Parce qu'à l'intérieur, vraiment, il y a des substances. Par exemple, si on prend le ciment, les différents produits qu'on utilise pour faire le ciment, c'est-à-dire que ces produits vont se retrouver dans l'aliment. Et ça peut s'avérer très, très toxique avec des risques néfastes pour la santé. Et quel message vous avez à l'endroit justement de ces personnes qui utilisent ce type d'emballage-là? À l'endroit de ces personnes, c'est les dire de faire le bon choix. Donc des emballages adaptés à leurs produits. Donc ils ne vont pas le produit de l'emballage ne va pas transférer vers l'aliment. Surtout ceux qui vendent les galettes, c'est-à-dire que si par exemple vous utilisez les galettes avec des sachets plastiques, ce n'est pas du tout bon à cause de la chaleur. Il y aura une migration des composés toxiques du plastique tels que le biphénol A et les phtalates ou bien d'autres substances chimiques vers l'aliment. Donc, ce n'est pas du tout bon. Parlons aussi de la réutilisation des emballages. Une vendeuse de zone comme par exemple qui utilise des bouteilles d'eau minérale déjà utilisées ou une autre qui va les chercher dans les poubelles. Qu'est-ce qu'il faut lui dire? Par rapport à ça aussi, ce n'est pas du tout bon. C'est bon d'utiliser des emballages tout neufs, propres. Parce que ça ne garantit pas la qualité de ces emballages. Les différentes femmes qui ramassent ça, parfois même le lieu de stockage n'est pas du tout propre. Ça a un environnement très très contaminé. Donc parfois elle n'arrive pas à bien nettoyer, désinfecter ces différents emballages et conditionne les jus ou bien d'autres produits. Et parfois, vous allez consommer et puis vous vous retrouvez avec des intoxications alimentaires. Donc, ce n'est pas du tout bon bien d'utiliser ces types d'emballage, surtout pour les différentes boissons. En tout cas, on espère que le message est bien passé. Docteur, qu'est-ce qu'il en est des bouteilles réutilisables et des cartons? Pour ce qui est des bouteilles réutilisables, par exemple, il y a certaines par exemple qui prennent des bouteilles par exemple pour faire des tomates de conserve, des tomates pelées ou bien des purées de tomates et tout. C'est-à-dire que si vous prenez ces bouteilles, il faut bien les laver, il faut bien les stériliser. C'est-à-dire que vous allez les bouillir à l'eau pour pouvoir tuer la majorité des micro-organismes tels que les bactéries, les virus susceptibles vraiment de contaminer l'aliment et qui est très très dangereux pour le consommateur. Donc c'est vraiment s'assurer que vous avez bien
traiter, vous avez bien donc stériliser donc les bouteilles. Et même aussi les cartons aussi, c'est la même chose. Donc, ce qui est préférable même pour, c'est des cartons neufs. Mais si vous utilisez ça, il faut s'assurer que le carton vraiment est très propre, sans contaminant physique ou bien chimique, par exemple. D'accord. Est-ce que la rouille sur certaines boîtes métalliques peut conduire à l'intoxication alimentaire? Oui, donc quand on prend donc la rouille au niveau donc, de certaines boîtes, surtout les boîtes de sardines, donc il faut tout le temps regarder donc quand vous allez payer par exemple des boîtes de sardines, voir est-ce que si c'est pas gonflé ou pas, voir la durée donc de consommation donc de cet aliment. Généralement on dit à consommer donc jusqu'au. Donc pour dire que après cela, donc si vous consommez l'aliment, ça peut causer donc des problèmes parce que ces boîtes donc gonflées peut contenir donc un micro-organisme qu'on appelle le botulinum, Clostridium botulinum, qui peut donc donner la maladie qu'on appelle le botulisme, qui est une maladie donc neurologique, donc qui est vraiment très grave donc pour la santé. Est-ce qu'il y a eu des cas d'intoxication alimentaire liés à des emballages? Vous avez des exemples à partager avec nous, docteur? Oui, généralement, ces cas ne sont pas signalés comme ça, mais je sais qu'il y a des intoxications alimentaires donc, dues à des emballages. Donc, on a parlé tantôt par ceux qui réutilisent donc, les bouteilles. Donc, parfois, vous allez consommer donc, des boissons, du zomcom ou bien du bissap, par exemple. Vous partez quelques heures après ou bien des jours après, vous avez des vomissements ou bien la diarrhée ou bien parfois même des fièvres typhoïdes. Cela est dû donc à l'utilisation donc des emballages donc contaminés. Donc, docteur, nous allons à présent suivre un micro-trottoir et nous revenons donc pour la suite de l'émission. Je prends d'abord en premier lieu les sachets de ciment là. Oui, c'est ça. Bon, vous connaissez que notamment le ciment, il y a bon, c'est pas comment des substances. Bon, si c'est pas bien nettoyé au niveau des chevaux là, ça peut contaminer les maladies. Contaminer, bon, non seulement les animaux, et puis ça peut contaminer la personne aussi. Et ainsi aussi, bon, les bidons qu'on ramasse, bon, vous savez que bon, avec les jours là, il y a souvent des microbes là-bas. Et ces microbes aussi peuvent aussi, je ne sais pas comment dire, contaminer les animaux et ensuite aussi l'individu. La solution, la première des choses, c'est de sensibiliser les personnes. D'abord sensibiliser, après maintenant, bon, je ne sais pas si après il y a autre chose. Sinon, moi, ce que moi je prône là, c'est la sensibilisation seulement. Les papiers, les bidons qu'on ramasse au niveau des fossés, ça peut donner des maladies et d'autres contaminations aussi. Les papiers de ciment, comme le ciment, ils utilisaient des éléments chimiques pour fabriquer le ciment. Donc, en utilisant ça pour mettre de la nourriture, c'est pas une bonne chose, quoi. Parce qu'à travers les produits chimiques, ça peut donner des maladies et autres, quoi. On doit mettre en charge d'interdire ce qu'on fait et l'utilisation des papiers et les bidons ramassés. Voilà, on doit inventer des choses pour mettre au regard de ça. Ce que tu ne peux pas manger, consommer toi-même là, ne donne pas à l'autrui. De un, les ciments là, le ciment même n'est pas consommable. Voilà. Si vous prenez le papier de ciment, est-ce que c'est sûr qu'il n'y a pas toujours des restants de ciment dans le papier là? Et puis on utilise ça. Vous voyez, c'est pas facile. Les bidons aussi, est-ce que c'est sûr que ce serait lavé avec de eau de javel ou ça bien lavé même avant d'utiliser? C'est pas sûr.
Tandis qu'il y a des bidons qui sont là et comment dire, non utilisés, on peut payer à des prix voilà, raisonnables que vous pouvez payer pour utiliser au lieu de ramasser des bidons, que peut-être même ces bidons-là même là, ont été utilisés dans les hôpitaux, on ne sait pas. La solution, bon, les papiers, au niveau des papiers là, si on pouvait trouver une autre, puis il y a même des papiers film que les gens utilisent. Par exemple, dans les hôtels, c'est pas ce qu'on utilise, c'est pas les papiers qu'on utilise, c'est les papiers film qu'on utilise. Il y en a dans les alimentations qu'on peut payer. Mais si ces personnes-là refusent d'aller payer dans les alimentations et ils veulent prendre ce qui est moins cher là, bon, on ne peut pas les pas tomber malade. Quand les gens ramassent les sacs de ciment pour mettre la viande, en tout cas, c'est pas bon parce et le reste de ciment qui se trouve sur le papier, ça pollue la viande. Quand les gens vont consommer, ça va leur donner de la maladie. Et puis ensuite, ça peut causer des dégâts. Et puis, au niveau des bidons sales, je vois souvent des gens qui ramassent les bidons dans les fossés et puis partent laver pour mettre du jus, vendre avec les enfants du primaire. Je trouve ça injuste parce que ça peut donner des maladies, des maux de ventre. Pour les sensibiliser, il faut les interdire pour le ramassage des bidons et puis interdire la vente des sacs de ciment aux bouchers pour qu'ils n'utilisent plus pour vendre la viande aux populations. Docteur, nous venons donc de suivre le micro-trottoir. Alors, dans ce micro-trottoir, il ressort qu'il y a effectivement un problème au niveau des emballages. Selon vous, comment peut-on réduire les risques d'intoxication alimentaire liés aux emballages? Ok, donc pour réduire le risque d'intoxication lié aux emballages, donc il faut prendre certaines mesures. Donc, par exemple, faire le choix donc, des emballages adaptés et sûrs. Donc, par exemple, il ne faut pas prendre donc, des emballages qui ne sont pas destinés donc, aux aliments. Il ne faut pas prendre des emballages destinés aux ordures pour emballer l'aliment. Il faut aussi s'assurer donc, de l'état même de ces emballages, voir si l'emballage n'est pas perforé, si ce n'est pas gonflé ou bien si ce n'est pas percé. Il y a aussi les conditions d'utilisation de ces emballages. Par exemple, si on prend le chauffage, par exemple, donc il y a certaines plastiques, par exemple, qu'on ne peut pas utiliser donc, pour faire donc, le chauffage donc, au micro-ondes, par exemple. Donc, ce n'est pas compatible. Et nous avons aussi, par exemple, en fonction donc, de la congélation aussi, il faut des emballages donc, adaptés à la congélation. Il ne faut pas réutiliser donc, des emballages qui doivent être jetés, donc des emballages uniques. Il faut aussi bien stocker donc, les emballages, s'assurer que là où vous avez stocké les emballages, c'est un milieu propre et sans de tout ce qui est contaminant, biologique et chimique aussi. Et aussi donc s'assurer donc des personnes qui utilisent donc ces emballages donc pour conditionner que ces personnes soient propres, bien protégées pour ne pas contaminer donc l'emballage et éviter aussi donc la contamination croisée. Surtout au moment du conditionnement, il ne faut pas que ça croise donc la matière première donc qui est sale ou bien des produits sales. Et aussi au niveau donc du stockage, tenir compte toujours donc des conditions de stockage. Si c'est est-ce que l'emballage donc est adapté à la chaleur? Donc par exemple quand on prend pour les emballages d'eau, dans l'eau, parfois on va vous dire donc de stocker à l'abri donc du soleil. C'est-à-dire que si vous stockez au soleil, par exemple, avec la chaleur, donc ça va transférer donc, les substances donc, qui sont dans les sachets d'eau vers l'eau. Vous allez voir que l'eau a changé de goût, ou bien ses caractéristiques
ne sont plus les mêmes au niveau organoleptique et tout, même au niveau composition nutritionnelle aussi. Donc, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte donc, pour éviter les contaminations alimentaires et éviter donc les intoxications alimentaires dues donc aux emballages. Et quel est votre message à l'endroit des consommateurs? Est-ce qu'il faut vérifier régulièrement les emballages avant d'acheter un produit? Donc, par rapport aux consommateurs, donc c'est comme les fabricants aussi. Donc, par exemple, si vous partez payer un produit, il faut regarder toujours donc, la date limite de consommation. Donc, ils sont destinés aux produits périssables, tels que les produits comme la viande, le lait. Donc, ça veut dire que si la date limite de consommation est dépassée, ces produits ne doivent pas être consommés. Ça doit être rejeté. Parce que ça peut contenir donc, des substances très toxiques donc, pour l'organisme. Donc, vous allez voir sur l'emballage que c'est écrit à consommer jusqu'au. Et aussi, il y a aussi la date de durabilité, donc minimale. Donc, ça veut dire que c'est la date à laquelle on peut consommer l'aliment avec ses différentes qualités, donc nutritionnelles, organoleptiques. Mais après ça, on peut consommer l'aliment, mais on n'a plus donc les différentes qualités, organoleptiques, couleurs ou bien nutritionnelles. Donc, puisque l'aliment perd donc ses qualités. Et à ce niveau, on va vous dire donc à consommer de préférence avant. Donc ça, c'est destiné aux produits secs, donc non périssables, comme les produits frais, et c'est la date limite de consommation. Et regardez toujours, est-ce que l'emballage n'est pas percé? Par exemple, on a parlé, par exemple, pour les boîtes de sardines. Si l'emballage est gonflé, donc faut savoir que ce n'est pas donc un bon emballage. Et aussi toujours regarder vraiment l'étiquette. Donc l'étiquetage où il y a beaucoup d'informations là-dessus qui te dit c'est quel type d'emballage, est-ce que c'est un emballage donc adapté au produit, est-ce que c'est un emballage donc qui résiste à la chaleur ou bien à l'humidité ou bien à la lumière. Nous sommes à la fin de l'entretien. Une dernière question, docteur. Quels sont les acteurs qu'il faut aussi interpeller par rapport à l'impact des emballages sur notre santé? L'État, les producteurs agricoles, les commerçants et les transformateurs? Ok, il faut dire que c'est à différents niveaux. Donc, on sait qu'au niveau donc, du Burkina, depuis 2024, donc, il y a eu donc, loi donc, numéro 45-2024 donc, qui porte sur les emballages et les sachets plastiques donc, biodégradables ou donc, non dégradables. Donc, ils ont interdit donc, l'importation, la production, la distribution et la commercialisation de tous ces emballages parce que ces emballages sont vraiment très très toxiques pour la santé humaine et en même temps l'environnement. Donc, c'était depuis 2014, mais ce n'était pas aussi pratiqué comme ça. Mais on voit que de plus en plus, donc, les différentes industries ou bien les alimentations essaient donc d'utiliser donc, des emballages réutilisables. Donc, au niveau maintenant donc, des différentes industries agroalimentaires et aussi au niveau donc, des commerçants et tout. Donc, c'est vraiment respecter donc, les réglementations nationales et internationales par rapport donc, aux emballages alimentaires et aussi à l'étiquetage pour préserver la santé donc, des consommateurs. Parce que ça y va pour eux aussi, parce qu'eux aussi sont des consommateurs. Quand nous consommons vraiment ces substances toxiques, au fur et à mesure qu'on expose donc à ces produits, à long terme, ça devient donc des maladies chroniques telles que les cancers, les maladies donc rénales et tout. Donc c'est pas du tout bien. Et même
les consommateurs aussi, c'est vraiment être regardant sur ces différents emballages parce que c'est le consommateur donc, qui est le destinataire final. Donc, en fonction de ce que le consommateur veut, que le fabricant ou bien les industries aussi vont mettre en place. Donc, il faut être regardant beaucoup sur l'emballage et sur l'étiquetage aussi. Merci bien, docteur. Nous sommes donc à la fin de cette émission. Cette émission vous permettra bien sûr d'adopter de bonnes habitudes alimentaires pour justement renforcer votre santé. Elle a pour objectif de sensibiliser les téléspectateurs et de façon générale les consommateurs. Je rappelle que pour ce numéro, nous avons reçu le docteur Oubulbiga Bahala Edwige, chargé de recherche à l'Institut de recherche à sciences appliquées et technologies en abrégé IRSAT, un institut du Centre national de recherche scientifique et technologique en abrégé CNRST. Merci à vous, docteur, d'être passé sur ce plateau. Merci également à toute l'équipe de production et réalisation. Merci à vous, chers téléspectateurs. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de votre émission dénommée Ma nourriture, ma santé, coproduite par Savane Média et la Fondation Revie. On se dit bye bye et à très bientôt.